Tout de suite. Le journal. Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 20 janvier plutôt. Le gouvernement congolais et l'Église catholique accélèrent les préparatifs de l'accueil du pape François. Une réunion s'est tenue autour du Premier ministre. Vous suivrez Monseigneur Donatien Chollet et le ministre de la Communication dans ce journal. À la une également, la RDC renforce sa sécurité à la frontière avec le Rwanda. Des postes de surveillance ont été construits à la lisière de la frontière dans le Nord Kivu. Et puis, à l'international, 2022 a été une année pour le moins difficile pour les startups africaines dirigées par les femmes. Elles ont mobilisé moins d'investissements par rapport à l'année 2021. Bonsoir à tous. Vous le savez, la RDC s'apprête à accueillir le pape François. Le souverain pontife devra atterrir à Kinshasa le 31 de ce mois. Un chronogramme détaillé du séjour du chef du Vatican a été rendu public. Le chronogramme révèle 3 jours d'intenses activités. Damani Mujinga. La venue du pape François à Kinshasa durera 4 jours. Au programme, 11 événements résumeront l'ensemble de sa visite à Kinshasa. Le chef de l'église catholique décollera de la ville de Rome à 7h55 pour atterrir à l'aéroport international de Njili à 15h juste. Après son atterrissage, s'ensuivra d'abord un accueil officiel à l'aéroport international de Njili. Le souverain pontife se dirigera ensuite au palais de la Nation où il rendra une visite de courtoisie au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans la salle présidentielle du Palais de la Nation. Cette première journée se clôturera enfin par une rencontre avec les autorités, la société civile et le corps diplomatique au sein du jardin du Palais de la Nation. Le 1er février, une sainte messe sera organisée à l'aéroport de Ndolo à Kinshasa, puis le pape aura une rencontre avec les victimes de l'Est du pays. La seconde journée se terminera par une rencontre avec les représentants de certaines œuvres caritatives. Le 2 février, le chef de l'église catholique rencontrera les jeunes et les catéchistes au stade des Martyrs. Ensuite, il se rendra à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour une rencontre de prière avec les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et les séminaristes. La journée sera bouclée par une rencontre privée avec les membres de la Compagnie de Jésus. Le 3 février, fin de son séjour à Kinshasa. Avant de prendre son avion, le pape François rencontrera les évêques à la Senko. Par la suite, il y aura une cérémonie de départ à l'aéroport international de Njili où il s'envolera pour la capitale sud-soudanaise, Djouba. C'est depuis 1985, avec la visite du pape Jean-Paul II sous les règnes du feu Désiré Mobutu, que la République démocratique du Congo n'avait pas reçu de visite papale. Cela fait donc 38 ans que les Congolais en général et les fidèles catholiques en particulier attendaient de revivre un événement d'une telle empreinte historique. Toujours dans le cadre des préparatifs de l'accueil du pape François, le Premier ministre a présidé une séance de travail technique à l'immeuble du gouvernement. Autour de Samalou Kondé, les présidents des différentes commissions ont fait part de l'avancement des préparatifs pour accueillir le souverain pontife. À l'issue de la rencontre, Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, et le ministre de la Communication Patrick Mouyaya ont lancé un appel à la mobilisation générale. Je vous propose de les écouter. Je crois que la rencontre de ce soir, présidée par le Premier ministre qui a réuni les présidents des commissions tant du côté gouvernement que du côté Église, est un grand signal que la préparation de la visite du pape
est à un niveau très avancé. Donc c'est vraiment une confirmation que le pape est attendu au sommet de l'État. C'est une confirmation que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que des milliers de fidèles qu'on attend l'on puisse être à l'aise. Donc là, c'était l'occasion de faire un tour de table pour vérifier tous les aspects, parce que c'est une organisation complexe, vérifier tous les aspects et avoir des assurances. Le 25 janvier, l'essentiel sera fait, le reste sera la décoration et tout. Donc, à ce stade, je demande aux fidèles chrétiens, aux hommes de bonne volonté, de ne pas hésiter de venir nombreux et accueillir le pape qui vient pour chacun d'eux, qui a un message pour chacun d'eux, et toutes les dispositions sont prises. On est conscient qu'ils seront matinales, mais les dispositions sont prises pour qu'ils soient à l'aise. Il y aura de l'eau, il y aura des toilettes, il y aura tout ce qui pourra leur permettre de passer les quelques heures, et la messe du pape ne dure pas 1h45, mais ils seront obligés de venir à temps pour des raisons de sécurité. Mais le plus intéressant, c'est qu'on a tenu compte même des plus faibles, donc vraiment qu'ils n'hésitent pas. Cette nuit, le Premier ministre lui-même était sur le coup des 0 heures sur les sites pour voir comment les travaux évoluent. Ici, il était question à nouveau de nous réunir dans ces cadres avec l'Église et toutes les commissions du gouvernement qui travaille à préparer cet événement historique. Au regard des différentes informations avancées par les services ici, nous sommes en droit de penser que d'ici quelques jours, les sites seront prêts et nous pourrons procéder à des simulations. C'est l'occasion de rappeler la nécessité pour le Congolais de contribuer à écrire l'histoire, parce que le passage du pape en République démocratique du Congo, surtout qui nous fera l'honneur de rester plus de 3 jours, c'est un moment important. Il faut bien que les Congolais se mobilisent pour venir ces jours-là, parce que toutes les dispositions, exactement comme Monseigneur Cholet vous l'a dit tout à l'heure, sont prises pour à la fois assurer la sécurité, la mobilité sur le site, pour que l'événement puisse être véritablement une fête en termes de réconciliation de tous les Congolais, suivant la thématique que nous avons choisie. Biso gouvernement, tozali pe komilengela, parce que pape, au-delà ya kozala chef ya église catholique, azali pe mokonzi ya mboka. Toza komilengela pona koyamba ye ndenge biso ba Congolais toyambaka. Yango tokosenga na ba ndimi nyonso ba Congolais ba catholique na ba baza catholique te, papa azoyela biso message ya mapamboli, azoyela biso message ya bosangani, biso nyonso totelema pona koyamba ye ndenge toyambaka bapaya o bautaka musika. Depuis près de 2 semaines déjà, la monnaie congolaise connaît une fluctuation face au dollar américain. Actuellement, dans les quartiers périphériques et au centre-ville de Kinshasa, $1 équivaut à 2100 francs congolais auprès des changeurs de monnaie, tandis qu'il faut 2200 francs ou même plus pour acheter $1 américain. L'économie congolaise n'est pas à l'abri d'une nouvelle fluctuation. Amy Kabea. $1 américain s'échange actuellement à 2050 francs congolais au quartier périphérique de la capitale congolaise. Alors qu'au centre-ville, il s'y négocie à 2100 francs congolais. Cette fluctuation s'est réduite à l'abondance de francs congolais sur le marché de change et perturbe le travail des changeurs de monnaie. Face à cette situation, il importe aux autorités politiques de fixer un taux de change qui sera à respecter par tous. Monsieur Moussa Moïse. Je suis M. Moïse, cambiste à la Cité Verte, précisément à la 9e rue. En effet, nous rencontrons des problèmes concernant le taux d'échange parce que la fois passée, les taux d'échange étaient à 23 000 francs et nous voilà aujourd'hui à 20 500. Nous avons connu beaucoup de pertes suite à ces mouvements flottants et que cela soit constant pour que nous puissions bien travailler d'une manière ou d'une autre. $10 et Selon le ministre de l'économie nationale AI, cette dépréciation de la devise nationale est en part la conséquence de la dédollarisation de l'économie nationale. Nous constatons avec une certaine surprise qu'il y a une pression sur le marché des changes que nous sommes obligés d'élucider. Alors, au moment où nous parlons, nous avons compris que
c'est en partie la conséquence de notre volonté de dédollariser l'économie, conformément aux souhaits de tout le monde. À partir du dernier trimestre de l'année passée, nous avons privilégié les paiements en monnaie nationale plutôt qu'en devise. Ce qui nous permettait de favoriser, puisqu'il y a une stabilité, puisque les paramètres macroéconomiques sont bons, dans le sens où il n'y a pas de déséquilibre ni de balance des paiements, ni du budget, et encore moins du crédit à l'économie, il n'y avait pas de raison d'anticiper une pression sur le taux de change. Donc nous avons privilégié les paiements en francs congolais, mais fort malheureusement, les habitudes des Congolais sont telles qu'ils préfèrent aller les garder en devise, et c'est cela qui explique au moins en partie cette pression sur le marché des changes. Le taux officiel de la Banque centrale du Congo est de 2030 francs congolais pour $1 américain, un taux que le cambiste ne respecte pas. La Commission nationale de l'industrie de la Fédération des entreprises du Congo propose une réforme sur la rémunération des aviseurs fiscaux dans une correspondance adressée au président de la République, au Premier ministre, au ministre des Finances, aux régies financières et au monde académique. Albert Youma, président national de la FEC, annonce avoir lancé le débat qui va aboutir à une réforme législative pour améliorer la gouvernance économique avec l'encadrement des phénomènes des aviseurs fiscaux. Et puis, la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur extractif en République démocratique du Congo, c'est le thème développé par le coordonnateur national de l'ITIE à une conférence organisée par l'Association des femmes du secteur minier. Jean-Jacques Kayembe a abordé cette thématique, en insistant sur le fait que sans transparence et sans bonne gouvernance, la production dans le secteur extractif est vouée à l'échec. Le département d'État américain a publié mercredi 18 janvier le protocole d'accord signé avec la RDC et la Zambie pour le développement de la chaîne des valeurs des batteries des véhicules électriques, signé en marge du sommet États-Unis d'Amérique-Afrique qui s'est tenu l'année dernière. Ce protocole d'accord soutient l'objectif de la RDC et la Zambie de construire une chaîne d'approvisionnement productif de la mine à la chaîne de montage, tout en s'engageant à respecter les normes internationales et lutter contre la corruption tout au long de ce processus. Je le disais en titre, dans un contexte de méfiance et de quasi-guerre entre la RDC et le Rwanda, la République démocratique du Congo renforce la surveillance aux frontières, notamment dans le Nord Kivu, où le gouvernement provincial a fait construire des miradors le long de la frontière. Ces postes de surveillance aideront notamment à mieux contrôler les flux des personnes. Et donc ici. Double cérémonie ce mercredi 18 janvier à la Petite Barrière. Il s'agit de l'inauguration officielle des miradors le long des lignes frontalières entre la RDC et le Rwanda et la modernisation de l'axe routier rond-point Rutshuru Petite Barrière dénommé Avenue Rumangabo. La cérémonie a été présidée par le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu. Il s'agit des 26 miradors, ces tours de garde construites en cette période pendant laquelle la RDC est victime d'une agression par le Rwanda sous le label du M23. 4 postes de police et 4 blocs de toilettes, ainsi que la réhabilitation de l'axe routier rond-point Rutshuru Petite Barrière, construite en pavé sous financement propre du gouvernement provincial du Nord Kivu. Chose saluée par le lieutenant-général Constant Ndima qui a appelé les utilisateurs à le maintenir dans un état optimal avec l'appui de la population. Je suis d'autant plus heureux que ces projets structurants s'inscrivent parfaitement dans la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Celle de moderniser notre outil de défense afin de le hisser à la hauteur de la complexité croissante des menaces sécuritaires. Le gouverneur a demandé aux autorités locales de veiller quotidiennement à ces ouvrages et surtout que ces tronçons ne redeviennent une poubelle à cause des marchés pirates. Il faut dire que les travaux ont été exécutés par 2 entreprises sélectionnées, à savoir NET et Bismarck SARL,
qui ont travaillé durant 10 mois pour parvenir à cette modernisation. Leur souhait est de voir le projet s'étendre vers les autres villes frontalières pour conserver nos limites. Peu après, le gouverneur militaire a procédé à la coupure de ribbons symboliques, question de raviver les sentiments patriotiques qui doivent caractériser chacun et travailler au développement du pays pour qu'il devienne meilleur. C'est par une visite de Mirador que la cérémonie a été bouclée avec autorisation officielle de la mise en service de ces ouvrages. L'actualité, c'est aussi en dehors des frontières congolaises. En 2022, les start-up africaines dirigées par les femmes ont mobilisé des investissements d'un montant de 203 millions de dollars, se situant cependant en baisse de 58% par rapport à l'année 2021. Des experts révèlent que l'essor des start-up dirigées par des femmes souffre de disparités de genre sur le continent. C'est un reportage de nos confrères de Africa 24. En Afrique, les femmes entrepreneurs contribuent à près de 300 milliards de dollars à la croissance économique du continent, une participation au PIB africain estimée à environ 13% selon des données officielles. En 2022, les start-up africaines dirigées par des femmes ont levé des investissements d'un montant de 203,2 millions de dollars, se situant cependant en baisse de 58% par rapport à 2021. Des experts estiment que ces chiffres révèlent des disparités liées au genre dans l'entrepreneuriat. Donc bien évidemment, ces femmes sont confrontées aussi à des limites, notamment pour lever des fonds. Et je pense que cette discrimination de genre s'explique par les sociétés africaines qui sont fortement très tournées vers la culture homme. C'est l'homme qui doit faire le métier, c'est l'homme qui doit rapporter les revenus. La baisse des performances des startups dirigées par des femmes contraste avec les indicateurs globaux de ce secteur d'activité. En 2022, le capital risque des startups africaines a augmenté de 35%. Pourtant, seuls 4% des startups dirigées par des femmes et moins de 3% de celles dont les fondateurs sont de sexe féminin en ont profité. Les femmes d'aujourd'hui nous montrent que les choses doivent évoluer afin vraiment que ces distinctions et ces discriminations de genre cessent, afin vraiment que les femmes puissent montrer toute leur étendue et participer encore plus au rayonnement des startups en Afrique. En Afrique subsaharienne, il existe un déficit de financement de 42 milliards de dollars pour les femmes entrepreneurs. Toutefois, l'Afrique pourrait gagner 316 milliards de dollars de PIB d'ici 2025 si les différences liées au sexe sont comblées. Dans son dernier rapport publié en ce début d'année, le think tank marocain Centre de politique pour le Nouveau Sud estime que les cours de cuivre devraient augmenter durant les prochaines décennies sous l'effet des tensions prévues sur l'offre et la hausse de la demande de ce métal. Pour ce think tank, le cuivre présent dans l'ensemble des systèmes permettant la décarbonisation de l'économie mondiale offre ainsi des lendemains radieux aux pays producteurs et aux compagnies minières. Le rapport précise tout de même que ce métal rouge se situe au cœur de la transition énergétique en raison notamment de ses propriétés très spécifiques. Jojo Moulamba. Le développement des énergies renouvelables impose d'utiliser davantage le cuivre dans le câblage, mais également dans les générateurs et les transformateurs de puissance. D'après l'Alliance internationale du cuivre, un véhicule particulier utilisant un moteur à combustion interne requiert en moyenne 23 kg de cuivre contre 60 kg pour un hybride rechargeable et 83 kg pour un véhicule 100% électrique. Par ailleurs, l'Alliance internationale de l'énergie estime que l'objectif d'émissions nettes de dioxyde de carbone nul à l'horizon 2050 pour les économies avancées et 2060 pour la Chine fera multiplier la demande de cuivre pour le secteur électrique par 2,7 d'ici 2040, soit des besoins passant de 5,7 millions de tonnes en 2020 à 15,1 millions de tonnes en 2040. Deux évolutions tendancielles du monde favorisent également la hausse de la demande de métal rouge, l'essor démographique et l'urbanisation au travers de la construction de logements et de besoins qui en découlent. Les rapports du think tank marocain soulignent que le marché du cuivre devrait ainsi connaître d'importantes tensions sur l'offre au cours de la décennie présente et à venir.
D'autant plus que les mines actuellement en exploitation pâtissent diminution structurelle de leur teneur en métal et que la découverte de nouveaux gisements importants demeure très limitée. Au Chili, premier producteur mondial du métal rouge, le taux de métal contenu dans le minerai de cuivre est ainsi passé d'une moyenne de 0,9% en 2005 à 0,7% en 2019. De nombreuses mines pourraient dès lors fermer d'ici 2030 ou 2035 si les investissements de grande ampleur ne sont pas engagés. Cela plongerait le marché de cuivre dans un important déficit qui pourrait atteindre 4,7 millions de tonnes d'ici 2030. C'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel de différents titres. Le gouvernement congolais et l'Église catholique accélèrent les préparatifs de l'accueil du pape François. Une réunion s'est tenue autour du Premier ministre. Vous avez suivi dans ce journal Monseigneur Donatien Chollet et le ministre de la Communication. À la une également, vous l'avez suivi, la RDC renforce sa sécurité à la frontière avec le Rwanda. De postes de surveillance sont construits, notamment à la lisière de la frontière dans le Nord Kivu. À l'international, 2022 aura été une année pour le moins difficile pour les startups africaines dirigées par les femmes. Elles ont mobilisé moins d'investissements par rapport à l'année 2021. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.